Le peuple noir m'attend pour les élections des hauts sièges, l'ouverture des jeux et des fêtes de la moisson. Et je dois régler le balai des circoncis. Ce sont là choses graves. Cher vieux Sénégal, il est temps que nous te lavions des calomnies qui te défigurent. Il est temps que nous te rendions ton visage de jeunesse. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal. Par cet après-midi de mars 1935, le parc Montsouris baigne dans une lumière crue qui semble dénuder les âmes autant que les feuillages. Léopold Sédar Senghor marche, le regard voilé par une pensée dense et tumultueuse. Dimanche, un jour dédié au rendez-vous chez les sœurs Nardal dans leur appartement de Clamart en banlieue parisienne. Là, son ami Damas l'avait introduit quelques années plus tôt dans un cercle singulier. Antillais, Africains et Négro-Américains y réunissent pour discuter, écrire, partager des idées. L'appartement des sœurs devient l'espace d'un après-midi, un salon où se mêlent littérature, musique et réflexion sur l'âme noire. Mais les semaines ont passé et Senghor s'est éloigné. Une phrase lue dans la revue du Monde Noir siffle encore dans son esprit comme un vent mauvais. Nous avons pleinement conscience de ce que nous devons à la culture blanche et nous n'avons nullement l'intention de l'abandonner. Ah, l'assimilation, ce masque pesant, ce fardeau porté avec orgueil ou résignation. Pour lui, fils d'Afrique, cet attachement exclusif à une culture étrangère semble trahir l'essence même de leurs racines communes. Mais ce n'est pas seulement une querelle d'idées, c'est plus intime, plus cruel. André, la douce André, la cadette des sœurs, fait battre son cœur avec une intensité qu'il n'a jamais connue. Hélas, les parents de la jeune femme, prisonniers de leurs préjugés, refusent de consentir à leur union. Un Africain pour gendre, cette simple idée leur est insupportable. Cette blessure, loin de l'abattre, nourrit en lui une résolution nouvelle. Il doit retrouver l'authenticité. La fierté de sa race, pense-t-il, est la condition première pour reconquérir une dignité trop longtemps niée. Ses amis, le Guyanais Damas et le Martiniquais Césaire, s'activent dans la même veine. Ce qu'il faut, pense Senghor, c'est assimiler sans être assimilé. Car ce qu'il voit, ce qu'il comprend, c'est que l'égalité véritable ne peut se bâtir sur le déni de soi. Elle exige une symphonie où chaque culture joue sa note, non pas en écho ou en imitation, mais en pleine lumière. Assimiler sans être assimilé, c'est bâtir un pont sans renier sa rive, c'est retrouver la fierté perdue et par ce retour, contribuer à l'humanisation de l'humanité. Le soir, Senghor se rend au Bal Nègre, au 33 rue Blomet dans le 15e arrondissement. Il observe une jeune femme antillaise, gracieuse, souveraine dans sa danse. Tout en elle évoque une André perdue et inaccessible. Et il se sent envahi par une douleur déchirante. Mais cette douleur est aussi la source d'un chant nouveau. Il note ces mots sur un papier froissé. Princière, tes mains sous les chaînes. Aérienne, ta grâce légère. Plus fine, plus fière, la cambrure de tes reins. Quelques jours plus tard, dans un café enfumé près de Montparnasse,
il retrouve Césaire et Damas. Ensemble, ils tracent des lignes fébriles dans les pages d'un nouveau journal, l'étudiant noir. Ils s'apprêtent à lancer la première salve de leur nègre insurrection.